night. I just wanna get it on tonight. I can't stop now, my game is tight. No one can hold me down. Unstoppable. Everybody, come on. I'm flying high. Put 'em up, put 'em so incredible. It's the incredible. Can't reach the sky. Put your hands up. We'll never win. Yo, how you gonna win? Never try. Put 'em up, put 'em up. Be unstoppable. Everybody, come on. Can reach the sky. Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode du podcast consacré à LeBron James et plus précisément à la façon dont les personnes que je vais recevoir ici l'ont découvert, l'ont perçu pour la première fois et voir quelle image ils avaient. Ce podcast est un peu la continuité d'un livre qui a été écrit il n'y a pas très longtemps par une certaine personne et sur lequel je ne m'étendrai pas, mais vous savez, mais qui avait un peu cette idée-là de faire vivre en temps réel la découverte de LeBron James, son apparition dans le paysage du basket. Et pour poursuivre un peu l'aventure, je me suis dit que ça va être marrant de savoir comment les gens, eux, l'ont découvert. On a fait déjà un épisode que j'ai trouvé très intéressant avec Guillaume la dernière fois. Et là, cette fois-ci, on reçoit quelqu'un que vous connaissez très bien et vous doutez bien qui serait là avec moi sur ce podcast. C'est évidemment mon compère de l'Écho des Parquets et de plein d'autres choses, Lucas Saidi. Comment tu vas ? Bah ça va très bien, merci de l'invite et puis félicitations pour le livre que moi j'ai adoré pour ma part. Ah bah super. Bah, de toute façon, on se fera on fera un petit truc où on en parlera parce que en termes de livres, t'es pas le dernier venu. On sait très bien que tu as toi-même écrit un livre sur une biographie sur Kobe Bryant qui s'appelle Kobe Bryant, l'homme aux mille visages. Donc je pense que vous connaissez tous, mais retournez-y, c'est toujours très bien, et ceux qui l'ont pas, bah, c'est le moment de l'avoir. Mais plus récemment, tu as autre chose, même si c'est pas autant toi qui l'a fait. Oui, Jordan Résurrection du coup qui était sorti en début d'année, qui est la traduction d'un livre de Sam Smith qui avait écrit Jordan Rules que j'avais traduit également Mm. et qui cette fois-ci parle du retour de Michael Jordan après être passé jouer au baseball. Donc petit passage par le baseball, sa première retraite, son retour en NBA, etc. Les saisons des Bulls où il n'était pas là aussi, qui font partie du livre. Et ouais, c'est un livre très chouette pour le coup. Moi, ça a été une belle découverte. Je ne connaissais pas le livre avant de commencer à bosser dessus. Et moi, ça avait été une belle découverte pour ma part. C'est vraiment un livre estampillé très, très cœur des années 90. Et ça m'avait beaucoup plu pour ça, notamment. Ouais, et puis t'as pas besoin de. Enfin, déjà, si t'as aimé le Jordan Rules que tout le monde connaît, hein, si tu as aimé celui-là, je pense tu aimeras tout autant voir plus celui Jordan Resurrection. Mais même si tu l'as pas lu, le premier, je pense que tu peux le lire en individuel, celui-là, non? Oh oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, donc Jordan Resurrection, donc Sam Smith, mais c'est surtout traduit par Lucas Hailey, c'est pour ça que c'est devenu encore plus intéressant. Mais voilà, n'hésitez pas. Et puis je pense qu'il y aura d'autres occasions d'en reparler. Mais là, on parle de Michael Jordan, je pense que ça peut vexer des gens parce que là, c'est un podcast qui est consacré à LeBron James, tu comprends? Faut pas trop Ah faire oui, dans le. forcément. Hein, voilà. Non, plus sérieusement, et globalement, ce concept-là de comment vous avez découvert ce genre-là aurait très très bien marché à Michael Jordan. Et en vrai, si c'était pas autant une galère d'avoir comment dire, des informations sur les débuts enfin sur le Jordan avant qu'il soit connu, il y a vraiment plutôt que LeBron James avant LeBron James, faire Michael Jordan avant Michael Jordan, ce serait aussi un livre exceptionnel. Donc avis à ceux qui ont un peu la doc, hein. C'est un livre qui serait vraiment à lire aussi, quoi. Mais donc LeBron James, en revenant sur lui. Donc toi Lucas, voilà, on va un peu avoir ta version de la découverte de LeBron James. Forcément, ça va un peu commencer sur, ça dépend de quand est-ce que tu t'es intéressé au basket et plus précisément au basket NBA. Donc je te laisse un peu nous dire comment tu as découvert ce sport, la NBA, et puis du coup, à quel moment LeBron James apparaît là-dedans, et comment toi, à tes yeux, vraiment la première image, la première perception que tu as de lui, c'était quoi à ce moment-là, quoi? Bah non, moi je viens à la NBA un peu plus tard que toi, parce que du coup, moi je suis un peu plus jeune aussi, quoi. Mais moi j'ai commencé à m'y intéresser au début des années 2000, mais à ce moment-là encore d'assez loin, parce que j'étais au collège à ce moment-là. Hmm. Et c'est vraiment au milieu des années 2000 que je commence à m'y intéresser beaucoup plus sur mes années lycée notamment. Donc c'est vrai que toute cette partie LeBron James, le lycéen, Hmm. qui est énormément développé dans ton livre, c'est quelque chose que j'ai découvert après, tu vois, en me renseignant via des articles, via d'autres livres, etc.
Et c'est vrai que moi, ma découverte de LeBron James remonte plutôt au milieu des années 2000, donc au moment où avec Cleveland, c'est pas encore LeBron James le MVP, mais c'est déjà un mec qui est monté clairement en puissance depuis son année rookie. Tu te souviens de... Tu sais, on a tous une image des joueurs, une perception, et surtout quand on est jeune, qu'on découvre un peu, le côté... on sait tout de suite une image qui est pas forcément juste, qui est même souvent plutôt fausse en vrai. Toi, tu te souviens vraiment, si t'arrives, hein, première image que tu avais de comment tu percevais ce joueur-là? Ah bah, pour le coup, oui, ça sera forcément, je pense, assez peu précis dans le sens où, à ce moment-là, sur ma période collège-lycée, bah, l'accès à la NBA, c'est principalement les magazines Hmm. et les jeux vidéo surtout. Et moi, c'est vrai que j'ai un gros souvenir de LeBron James, surtout dans NBA Street V3. Ah oui, oui, Et du coup, bah, trop bien. où tu vois effectivement, bah, ouais, joueur très complet parce qu'il est bon dans toutes les stats. Tu peux le faire jouer, il fait les figures de dribble rouge, il peut aller au dunk, il met des contres, tu vois. Et au final, c'est un peu comme ça que tu découvres le joueur, qui te donne un profil très imparfait forcément, mais qui est, je pense, moi, mon premier contact avec LeBron James, le joueur, c'est d'abord en jeu vidéo avant de le voir jouer pour de vrai. C'est vraiment, du coup, ce personnage-là du jeu est le plus fonctionnel pour ce que je veux faire sur le jeu. Ouais, ça, bah surtout qu'à NBA Street V3, c'est un jeu où tu joues en 3 contre 3. Donc, pour avoir l'équipe la plus performante, tu vas chercher les joueurs les plus polyvalents, quoi. Et LeBron est un des meilleurs joueurs du jeu pour ça, quoi. Au même titre que McGrady ou Kobe, parce que c'est des joueurs qui peuvent faire tous les dribbles, qui ont un bon shoot, qui peuvent dunker. Donc, c'est par définition les meilleurs joueurs du jeu parce que c'est les plus complets, quoi. Et c'est vrai que bah, finalement, quand tu viens à la NBA après, que tu vois jouer le joueur en vrai, bah, au final, il est aussi complet que dans le jeu, c'est ça qui est rigolo, quoi. Ouais, après, il y a l'histoire du shoot. Je sais pas si dans ce jeu-là, le shoot est important ou Oh, pas. vraiment, non. Le Ok. but, c'est surtout de claquer des tomards depuis la ligne à 3 points quasiment, quoi. Ah, ok. Donc là, je regardais, tu vois, alors, du coup, il est sorti en 2005, le jeu vidéo. Oui. Et du coup, ouais, c'était. Mais le jeu lui-même le présentait, l'affichait le joueur comme dans les stars quand même. Ouais, ouais, c'est déjà une très grosse star à ce moment-là, en tout cas à l'échelle du jeu, parce que je pense aussi que, bah, étant donné que c'est un jeu qui joue à mort sur le côté street, bah, tu t'appuies plus sur les joueurs à la fois les plus spectaculaires, mais aussi bah, les jeunes têtes d'affiche, on va dire, de la NBA, que tu vas chercher à mettre en avant pour donner un côté plus cool au jeu. Mais dans le jeu, ouais, il est déjà présenté, bah, c'est déjà King James, Ouais. et c'est déjà ouais, un des meilleurs joueurs du jeu. Et tu sais, alors, tu vois, ce truc-là de s'intéresser à une équipe ou un joueur via le jeu vidéo, j'ai déjà vu. Je sais que j'ai un excellent ami à moi, fan d'Arsenal. S'il est fan d'Arsenal, c'était même pas à cause de Thierry Henry, Patrick Vieira, Arsène Wenger. C'était parce que, il sait pas pourquoi, à un FIFA, mais un vieux FIFA, genre FIFA 96 ou un truc comme ça, où il est donc avant Wenger. Et je sais pas pourquoi il a pris cette équipe-là et du coup, il est devenu fan. Euh, pour les, euh, pour les plus qui est des joueurs, je pense que beaucoup sont tombés amoureux du joueur de foot Adriano dans le PES, je sais plus lequel, mais un des PES mythiques. Ouais, le 6. Le 6, voilà, qui est un peu ce moment où il se décroche de FIFA et où en fait la jouabilité enfin, du jeu, enfin, de ce jeu de foot nous fait dire, ah là j'ai vraiment le sentiment de jouer au foot, quoi. Enfin, il y a un truc comme ça. Et Adriano, qui n'était pas son vrai nom d'ailleurs, hein, c'était parce qu'il n'y a pas de licence, mais c'était un faux nom, mais qui était un peu avec son combo puissance, vitesse, frappe, tout ça, c'était vraiment exceptionnel. Et du coup, je pense qu'il y a un paquet de joueurs de jeux vidéo, qui sont devenus fans d'Adriano, et que ça s'est probablement transposé à la suite, sauf que des fois, bah, l'image, elle n'est pas forcément la même. Enfin, voilà. Et je sais pas, toi, quel effet ça t'a fait entre l'image que tu avais de ouais, ça c'est mon personnage de jeu vidéo, c'est le gars que j'aime bien prendre et tout, du coup je l'aime bien, je pense. En disant, et après quand mais en fait, mais du coup, qu'est-ce que c'est en vrai? Est-ce que tu as senti un décalage, des trucs comme ça, ou finalement tu as limite retrouvé le joueur en disant, bah ouais, c'est lui, c'est cool, voilà quoi. Bah beaucoup, ouais, et puis beaucoup plus que certains autres joueurs présents dans le jeu, quoi. Mais c'est vrai que à cette époque-là, et surtout bah, quand on est adolescent, bah, au final, les matchs NBA sont pas aussi accessibles qu'ils sont maintenant. Même les images de la NBA sont moins accessibles qu'elles le sont Mm, maintenant. Parce que, bah, mine de rien, même tout ce qui était Internet à ce moment-là, c'était pas forcément quelque chose que toutes les familles avaient. mm. Et c'est vrai que la perception de la NBA,
tu l'avais beaucoup, et même parfois même du foot aussi, tu l'avais beaucoup à travers les jeux, parce qu'en tant qu'adolescent, bah, tu passais quand même souvent beaucoup plus de temps à jouer des matchs sur FIFA ou PES Mm. ou NBA Live que à regarder des vrais matchs, hein. Donc c'est vrai que tu pars avec une perception assez particulière, moi qui joue beaucoup, je pense sur ma perception de cette époque, hein, parce que moi mon joueur préféré ça a toujours été Iverson, et au final bah, je pense que je l'ai vu jouer pour de vrai plusieurs années après l'avoir Mm. véritablement découvert. Et pour LeBron James, c'est un peu la même chose, quoi. Au final, je pense que la première année où je dois le voir jouer, c'est à peu près dans ces eaux-là aussi, mais c'est déjà devenu un très grand joueur. C'est déjà devenu un très grand joueur. Mais comme je te disais, bah, au final, pas si éloigné du côté joueur ultra athlétique et ultra complet techniquement que tu avais déjà dans le jeu. Ouais, ouais, donc t'as pas trop eu de dissonance entre l'image que tu te faisais en jouant aux jeux vidéo et la réalité, quoi. Bah, disons que oui, t'es moins surpris par LeBron James en le voyant en vrai qu'en voyant Jason Kidd qui tapait des moulins avant dans le jeu, tu vois. Oui, voilà, parce que j'allais dire, enfin, c'est presque comment dire, une preuve du caractère extraordinaire du joueur réel d'être pas si différent du joueur de jeux vidéo, quoi. Oui, Euh, tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit. C'est une métaphore, on va dire, qu'on utilise souvent pour des joueurs qui paraissent un peu cheatés justement par rapport à ça, quoi. Qui sont, ouais, c'est des joueurs de jeux vidéo, quoi, comme Kevin Durant, qui est un mec de 2,10 m, qui shoot à 3 points, qui dribble comme un arrière. Wembanyama, pareil, mec de 2,20 m, qui shoot à 3 points, qui tape des step back. Où tu dis, ouais, c'est un personnage de jeu vidéo. Et en fait, bah, LeBron James, par rapport aux jeux vidéo de l'époque, est peut-être bah, le moins éloigné de sa version jeu vidéo, justement. mais du coup, ouais, ça a été ton joueur sur NBA. Après, je sais pas à quel point tu es un gros joueur de NBA Street, à quel point c'était important dans ta vie, mais comme ton joueur préféré c'est Iverson, mais du coup, il n'y a pas forcément eu le transfert euh, d'amour, on va dire. Le côté, tu le sais, parce que c'était ton joueur de façon fonctionnelle, mais pas non plus un truc où tu dis, bah ça y est, c'est mon joueur, quoi. Non, 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 mais après, c'est justement bah, en mettant plus à regarder des matchs pour de vrai qu'au final, bah, tu tombes un peu amoureux du joueur, quoi. Moi, LeBron James, c'est pas mon joueur préféré, mais c'est un joueur que très tôt, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Bah, justement, par le côté, moi, après, j'aime toujours plus les joueurs créatifs, on va dire, plutôt les meneurs de jeu, les créateurs. Tu vois, moi, mon joueur préféré après Iverson, c'est Steve Nash, parce que justement, ce côté création totale, trouver des paniers pour les autres, etc. Et LeBron dégageait déjà vraiment ça à l'époque, alors que pourtant on est encore sur une période de la NBA où lui joue vraiment, c'est considéré comme un poste 3, il y a un meneur de jeu à côté, et en fait bah, on est plutôt dans un schéma où le meneur de jeu à l'époque est Bobby Gibson, bah, réellement un meneur de jeu, en soi c'est plutôt un shooter comme a pu l'être Mario Chalmers à Miami après, et en fait, LeBron, dans le jeu, est déjà cette sorte de meneur omnipotent, même si officiellement, sur les feuilles de match, il est noté en 3 et que ça biaise un peu la perception qu'on en a de dire, ouais, c'est un poste 3 alors qu'en fait, bah oui, non, c'est plutôt un meneur de jeu, quoi. Hmm. Comme disait Antoine assez souvent, bah, il y a quand même une différence au basket entre le poste auquel tu joues en attaque et le poste sur lequel tu défends en défense aussi, quoi. Parce que, par exemple, tu vois, même un Luka Doncic maintenant, où effectivement c'est un meneur en attaque, bah, il défendra jamais de sa vie sur un meneur en NBA, quoi. Hmm. Ouais. Et de- de- toi, assez rapidement, tu vois, je me souvenais de ce que Guillaume avait dit. Lui, Guillaume, il avait dit, voilà, presque dans sa euh, première intervention du joueur dans son esprit, était un joueur fort de la NBA, mais peut-être le tiers 2 ce qui est déjà énorme, hein, mais déjà plutôt le tiers Mm. 2 et que c'est que plus tard, il comprend quand même que voilà, il est super fort parce que il y a un peu les performances qui arrivent, tout ça, mais c'est quand il regarde un match qu'il a une forme de claque, de se rendre compte, ah mais oui, en fait, oui, d'accord, je comprends. Toi, finalement, t'as jamais vraiment trop eu ça, en fait. C'était Non, immédiatement. bah ouais, parce que je pense les premiers souvenirs là qui me reviennent de lui, des matchs que j'ai vus, il y a la série contre les Pistons en 2007 où forcément il marche sur l'eau. Il y a la série contre les Celtics en 2008 avec le duel avec Paul Pierce et le dunk où il écrabouille Kevin Garnett. Et tu dis, ouais, ouais, effectivement, c'est une méga star, quoi. Et juste derrière, en plus, tu as les JO de 2008 à Pékin où, bah ouais, là, effectivement, dès le premier match contre la Chine, où tu te prends une turbo-claque sur le niveau défensif hallucinant, où il te fait tous les contres possibles et imaginables du répertoire, en claquant un contre la planche, un où il contre et il garde la balle dans les mains,
un autre où il contre et la balle elle part dans la quatrième rangée des gradins. Et tu dis, ouais, effectivement, là, on assiste à un joueur qui est bien, bien au-dessus des autres. Parce que du coup, toi, ton appréhension de la NBA, de façon plus générale, elle s'est faite un peu plus graduelle avec d'abord du papier, des jeux Mm. vidéo. Je sais plus si t'as dit un autre truc ou pas, là, je l'ai plus. Mais, et avant le match, est-ce que tu sens vraiment, dans ta perception de la NBA, il y a forcément un avant, un après, mais à quel point il y avait un écart, à ton avis, au-delà de James ou plus globalement? Tu veux dire en termes de cheminement personnel par rapport à ça? Enfin, euh, moi, si je prends mon exemple, où vraiment, moi, enfin, les premiers bouts de match que j'ai commencé à voir, j'ai eu une vraie déception Mm. de la NBA par rapport. Après, c'était plutôt par rapport aux jeux européens, parce que parce que, tu sais, c'était vraiment des 2000, les années un peu les plus sales du basket, où c'était vraiment un contre un outrance. Et il y avait un peu. Et alors que j'avais vu du basket européen, et que j'avais les magazines avec des images, c'est des photos, Mm. euh, où tu avais presque l'impression qu'à chaque match, tu allais avoir un dunk ou une cross-action digne de ces photos-là. Alors qu'en vrai, dans un match entier, oui, il y a ce moment-là, mais entre-temps, il y avait plein d'actions un peu inintéressantes. Donc j'avais un petit peu peut-être pas une douche froide, mais un petit peu quand même, tu vois. Ouais, de mon côté, pas trop, parce que tu vois, justement, bah, même les magazines, tu vois, ne serait-ce qu'avec les posters, il y a toujours eu une mise en avant des joueurs, avant tout des stars, dans les jeux vidéo, forcément pareil, etc. Et dans un mode comme ça, on met plus en avant des individualités que vraiment des collectifs. Bah, finalement, quand tu te mets à la NBA au milieu des années 2000, bah, t'es pas surpris de ce que tu trouves, où effectivement il y a beaucoup de 1 contre 1. C'est beaucoup est-ce que ta star elle est capable de faire la différence sur le joueur qu'elle a directement face à elle. Et quand en fait tu es attiré par cet univers-là, par le côté très street, tu vois, à travers Iverson, à travers NBA Live, à travers les vidéos N1, bah, effectivement tu retrouves pas le même délire hyper street non plus, mais tu retrouves d'une certaine manière un certain état d'esprit, une certaine forme de jeu qui s'en éloigne pas tant que ça, où il y a beaucoup, beaucoup de 1 contre 1. Et si tu viens pour voir la star que tu as eue en poster dans ton magazine faire des différences toute seule, prendre le dessus sur son vis-à-vis dans du 1 contre 1 pur et dur, ben finalement tu le retrouves quand même pas mal. Et il y avait un joueur ou une équipe qui, quand tu étais encore sur du magazine et des jeux vidéo, tu disais, ah, j'ai hâte de réussir à un moment donné à voir des matchs pour voir tel joueur ou telle équipe. Ah bah, les Suns de Boris Dio, oui, forcément. Quoi. Oui, Moi, en tout cas, c'est clairement l'équipe sur laquelle j'ai accroché dès que j'ai commencé à regarder des matchs pour de vrai, tu vois. Mais sans grande surprise en soi, parce que collectivement, c'était une équipe qui était bien, bien au-dessus des autres en termes d'attaque, en tout cas. et quand donc t'as enfin pu voir ces matchs-là, t'as eu la récompense, tu te dis oui, c'est à la hauteur de ce que j'attendais. Ouais, 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 bon, pour le coup, j'ai clairement pas été déçu, que ça soit au niveau des joueurs ou au niveau du jeu, de me dire, bah ouais, en fait, je veux dire, forcément, c'est pas comme dans les jeux vidéo et c'est pas comme dans les Hmm. magazines, mais clairement, le produit face auquel tu te trouves, bah, en tout cas, moi, correspondait beaucoup à l'idée que je m'en étais faite. Ah, c'est marrant, hein, parce que tu vois, moi j'ai presque, peut-être pas l'inverse, mais assez un gros décalage qui après m'a pas empêché de me régaler quand même, parce que ça reste les idoles qu'on a, même si c'est pas ce qu'on attendait, ça restait cool quoi quand Mais disons que ouais, après, c'est pas forcément la même porte d'entrée, tu vois. même. Moi, j'ai commencé vraiment à suivre le basket avec la NBA, plus qu'avec le basket européen, sur lequel je suis venu plus tard, quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, il y a des vraies différences structurelles entre les deux jeux, quoi. Des Hmm. différences qui se sont un peu estompées au fil du temps. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, structurellement, c'est pas du Ouais. tout le même basket, Ah, quoi. il y Et a deux mondes. effectivement, quand tu cherches du basket NBA et que tu regardes de la NBA, ouais, t'en as pour ton argent, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'avait amené vers le basket initialement? Quand t'as fait ton premier magazine, c'était pourquoi? On te l'a offert? Non, moi, c'était plus l'imagerie. En fait, moi, quand j'étais au collège, j'avais un pote qui jouait au basket et qui était, lui, très fan de Vince Carter. Donc, Hmm. forcément, bah, tu as toute cette imagerie déjà qui se met en place, le côté spectaculaire, etc., quoi, qui parle beaucoup plus. Et puis, en plus, bah, à l'époque, c'était vraiment la marque N1, elle était au sommet. Donc, forcément, Hmm. les basketteurs, ils s'habillaient en N1 et tu les repérais directement, quoi. Et c'est vrai que ça correspondait plus à toute cette imagerie hip-hop qui était quand même beaucoup plus prégnante à l'époque où moi j'étais adolescent, Hmm. quoi.
que maintenant où ça s'est un peu plus dilué, où le rap et le hip-hop de manière générale sont devenus de la pop culture sans vraiment code vestimentaire ou autre. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, c'est ton pote un peu qui t'a amené vers le basket, mais t'as pas spécialement accroché. Alors que lui, c'était fan de Vince Carter, mais c'est pas forcément lui qui t'a. C'était pas forcément le Vince Carter en question T'as pas suivi ses pas sur Vince Carter en fait, si? Non, moi c'était vraiment Iverson, quoi. C'était vraiment le délire. Ouais, il ressemble un peu à tous les rappeurs que t'aimes bien. Donc forcément, si t'as toute cette notion d'attitude et tout, de côté cool qui, quand t'es adolescent, bah, te parle à mort, tu vois. Ouais, Et, ouais. et on en avait déjà parlé, tu vois, où je me dis, bah ouais, moi j'ai adoré Iverson quand j'étais adolescent parce que ça me parlait beaucoup. Si j'avais découvert Iverson avec l'âge que j'ai maintenant et la perception du basket que j'ai maintenant, mais c'est probablement un joueur que j'aurais détesté, tu vois. Ah, chose qui marche pour un paquet d'œuvres qu'on a connues dans notre adolescence, d'artistes, de films, de machins. Ça, c'est sûr Absolument. que ça change tout. Mais du coup, Iverson, tu l'avais d'abord connu en magazine et en. T'es devenu fan d'Iverson en magazine et en jeu vidéo. Oui, tout à fait, ouais. C'est après que je l'ai vu jouer, bah, clairement, j'ai pas été déçu du tout de ce que j'avais sous les yeux, quoi. Ou pareil, bah, ça correspondait vraiment à la description et à l'image que je m'en étais faite. Bah pour le coup, je trouve qu'Iverson est vraiment un joueur qui. Tu prends une image. Alors peut-être c'est biaisé parce que je sais qui il est, je sais ce qu'il est devenu, tout ça, mais Mm. tu prends une image juste de lui en train de jouer, mais vraiment une image fixe. Et après, tu te dis comment il est sur le terrain, tu imagines un truc, et tu as ce joueur-là sur le terrain, c'est effectivement celui que tu t'imaginais. Ou du moins, c'est Oui, raccord tout à avec fait, ouais. l'image, quoi. Bah, c'est ça qui fait tout son charme aussi, c'est ce côté authentique du joueur, quoi, forcément. Et du coup, ouais, tout l'esprit hip-hop rap, tout ça, t'étais déjà tombé dedans avant de t'intéresser au basket. C'est limite une passerelle. Oui, tout à fait, ouais. Ça se fait dans ce sens-là, moi, en tout cas, pour moi, hein. Mais je pense que beaucoup de monde, hein. Je pense Mm. que ce moment des années 2000, tout début 2000, ou autour, enfin, je veux dire, donc moi j'étais où j'étais au lycée, je crois. Où je venais d'arriver au lycée ou juste avant le collège. En tout cas, enfin, on était tous avec des pantalons extrêmement larges. Ceux qui avaient une tête à casquette mettaient des casquettes. Et des trucs très colorés, tout ça. Donc je pense qu'il y avait vraiment une énorme vague. Tu sais, après la vague basket 92 et la vague Michael Jordan, je pense qu'il y a eu la vague rap NBA. Tout à fait, ouais. Ouais, non, ça correspond vraiment à une grosse période de pop culture, justement, avec des codes vestimentaires, en fait, qui sont vraiment, on va dire, transdisciplinaires, quoi, qui passent de la musique au sport, à d'autres trucs. Et c'est vrai que quand tu as toute une imagerie comme ça, bah, qui dépasse le simple cadre de la musique ou le cadre du sport, ça devient un mouvement culturel de bien plus grande ampleur. Bah ouais, parce qu'en plus, tu sais, t'avais. Parce que je crois que c'est un peu cette période-là aussi où le rap se, euh, se popularise vraiment, sort des frontières, sort un peu des trucs de Bah, niche, on va dire. Bah déjà, rien qu'en France, sort déjà du cadre parisien, en fait, quoi, où Hmm. effectivement, tu avais les rappeurs parisiens, tu avais les rappeurs marseillais avec IAM, mais finalement, c'était genre, tu voulais voir un concert de rap, t'es pas sur Paris, c'est compliqué, tu vois, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que à ce moment-là, bah, tu as Skyrock qui prend de plus en plus d'ampleur aussi, et ça se voit bah, dans beaucoup de trucs, quoi. Je me rappelle à l'époque, bah, et beaucoup de gens se foutaient de la gueule de Djibril Cissé qui s'habillait comme un rappeur, mais au final, bah, on était beaucoup d'adolescents à s'habiller comme ça aussi, quoi. C'est juste qu'il était très jeune à l'échelle du foot professionnel, quoi. Ouais, c'est ça. Et déjà, dans les clips de rap, t'avais énormément de rappeurs qui avaient des maillots de basket. Alors, Hmm. pour le coup, je connaissais moi qui avait commencé qui avait découvert le basket un peu avant, je voyais les joueurs, mais je comprends que t'as un adolescent, tu vois ces rappeurs-là, ça te plaît tout ça. Tu vois qui. Tu sais, c'est pas anodin de mettre un maillot dans un clip, c'est le truc qui va passer partout, tout le monde va voir, c'est presque, tu dis, moi j'aime ça. Et du coup, bah, Hmm. moi je veux aimer ce que mon rappeur, et du coup, tu vas voir le joueur, quoi. Et Oui, bah, tout à fait. Bah, tu vois, alors, par exemple, le clip de Dadou, là, elles sont pour les sales gosses, ouais, où au début, t'as Dieudonné qui arrive dans l'appartement et tous les mecs, ils sont allongés en train de zoner, ils ont tous des maillots de basket, quoi. ouais, c'est ça. Et puis, Et pareil, je sais plus, je crois que t'as le son, c'était quoi, Eloquence et Kelia, ou pareil, Kelia, elle a un maillot d'Iverson dans le clip et ils sont sur un terrain de c'est vrai. basket, quoi. C'est très parlant de l'époque
dans laquelle ça s'ancre en fait. Ouais, et en plus, là, tu parles d'artistes français, tu vois. Donc, Mm. moi, quand je l'ai dit, je commençais à penser plutôt aux Américains, ce qui est déjà un premier truc, Mm. mais que c'était déjà le lien basket NBA était automatiquement fait déjà par les artistes français. Donc, il est déjà fait par les artistes américains, les rappeurs américains qui déjà se liaient plus à la NBA qu'au foot américain, même il y avait aussi hein, des passerelles, mais c'était beaucoup la NBA. Et après, les Français ont suivi ça, quoi. Du coup, franchement, tu avais la passerelle super naturelle de la NBA. Et je pense qu'il y a un paquet de monde qui, en fait, s'est intéressé à la NBA à cause du rap. Et peut-être dans l'autre sens aussi, ça je m'en rends pas trop compte, mais peut-être aussi dans l'autre sens, je sais pas. Oh, certainement, oui, je pense que ça s'est fait comme ça. Et puis, bah, c'était vraiment. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de sports à l'époque, et même encore maintenant, qui avaient ce côté lifestyle en dehors de Hmm. la pure discipline sportive, quoi. C'est peut-être un truc à la rigueur que tu peux retrouver, on va dire, dans le rugby, où il y avait pas mal de rugbyman qui s'habillaient en polo, genre tous les polos Eden Park, les trucs comme ça. Mais bah, c'est vrai que bah, ouais, tu fais du foot, tu vas pas sortir en crampon dans la rue, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc ta construction, je pense, elle est assez commune à beaucoup de gens de. Ta construction, ton intérêt pour le basket est assez commun à beaucoup de monde. Mais finalement, quand tu y réfléchis, c'est pas si naturel. Enfin, ça peut pas être prévu à l'avance, quoi, tu vois. C'est vraiment les cultures qui se croisent, quoi. C'est un peu marrant. Ouais, tout à fait. Et puis après, il y a une fibre émotionnelle qui joue aussi forcément là-dessus, quoi. Que Et, voilà, bah, le rapport que tu as à certains éléments culturels bah, va conditionner ton rapport à d'autres choses aussi derrière, quoi. mm. Et quand tu joues, je sais pas, tu parlais de donc NBA Street, en termes de jeux vidéo, tu avais cette période-là là où tu es encore un peu en phase de. Bah, t'as pas un gros accès au ce sport là, donc tu te bases sur ce que tu peux. Je pense que tu avais aussi les NBA Live. Je crois que Touquet ça n'existait pas encore, je crois. Mais les NBA Live, les trucs comme ça, t'avais un peu ça? Ouais, t'as aussi, Touquet devait exister à cette époque, mais moi j'y jouais pas trop. C'est vrai que c'était plus NBA Live à ce moment-là, quoi, mais ouais, non, moi je jouais du coup bah, NBA Street beaucoup, quoi, parce que le côté street me parlait beaucoup plus, quoi, mais oui, non, il y a NBA Live un peu aussi, forcément. C'est vrai qu'NBA Street, du coup, tu retrouves le cercle rap, basket et rue, du coup. Bah totalement, et tu pouvais même débloquer les Beastie Boys pour jouer avec. Ah ouais? Incroyable. Ah, trop bien. Trop bien, trop bien. Et pour rester un peu sur le jeu vidéo, mais du coup, ouais, tu te mets au jeu vidéo parce que t'aimes le basket et pas l'inverse. Parce que je connais des gens où c'est un peu l'inverse. Enfin, ils sont devenus fans d'un sport en jouant aux jeux vidéo. Toi, pas Ouais, spécialement. moi c'est plutôt ça, ouais, c'est vraiment le. Je me suis mis à jouer au basket après avoir joué à des jeux vidéo de basket, hein. Ah ouais, ouais, donc t'avais aussi ce biais-là, cet angle-là de. Mais du coup, ton premier jeu de basket, tu te souviens un peu? Moi, le premier, ça devait être NBA Live 2003, je pense, qui doit être mon premier jeu de basket avec Jason Kidd sur la jaquette, hein. Je suis en train de la chercher là pour voir la tête que ça, que j'ai pas imaginé. Donc, du coup, bah, un an avant que LeBron arrive en NBA, quoi, ça doit être celui-là. Parce qu'au final, moi, le basket, tu vois, bah, maintenant, c'est une partie centrale, on va dire, de ma vie. Mais finalement, j'ai commencé à jouer qu'à 18 ans, tu vois. Ouais, mais après, enfin, moi aussi, entre pouvoir jouer vraiment et pouvoir vraiment et m'y connaître, il y a vraiment un gros décalage aussi. Mais c'était beaucoup parce que, bah, bon, déjà, un ballon de basket, à nos âges, fallait l'acheter. Et puis, il fallait aussi avoir des amis qui veulent jouer avec toi, ce qui n'était pas forcément le cas. Moi, j'avais quelques potes qui de temps en temps disaient, ouais, je veux bien, ouais, j'aime bien, on joue un peu, mais les week-ends, on les passait plutôt à faire du foot. Et même quand j'avais un pote, on était deux ou trois, quoi, à tout casser. Donc c'est vrai que j'ai jamais trop pu vraiment jouer jusqu'à tard. Toi, t'as aussi un peu ce côté où, bah, en fait, le problème, c'est que t'es un peu seul à aimer le basket, quoi. Pas forcément, disons, bah, parce que pareil, tu vois, c'est une découverte qui arrive quand même sur le tard pour moi, quoi. Au final, bah, moi, j'étais en primaire pendant la Coupe du Monde 98, donc à ce moment-là, bah, tout le monde s'est mis à jouer au Hmm. foot, quoi. Et c'est vrai que c'est après, bah, finalement, tu rentres au collège, tu rencontres des gens bah, qui, eux, jouent déjà au basket en club, ou voilà, où au final, bah, tu découvres aussi un peu le sport par rapport à ça, par rapport à ceux qui le pratiquent déjà, quoi. Parce que même s'il y a effectivement, comme tu dis, en termes, on va dire, individuels, c'est pas forcément facile de trouver du monde ou quoi que ce soit, bah, finalement, les clubs de basket étaient déjà quand même très, très avancés en France, quoi. Hmm. C'est-à-dire, la France n'a pas attendu la NBA pour avoir des ancrages locaux au niveau des clubs de basket et d'avoir des grosses structures pour jouer au basket de manière très accessible. Ouais, la France, et c'est tout à fait ce que tu dis, mais ça me fait, ce qui me fait, là où je rigole un peu,
a tellement un ancrage local que pendant longtemps, et peut-être encore un peu maintenant, j'ai un peu décroché, les clubs de Pro A étaient plutôt des villes moyennes, quoi. Tu vois, il y avait les Roanne, les Portez, les trucs comme ça. Oui, mais c'est toujours le cas, et je pense que c'est pour ça beaucoup bah, aussi que la Pro a autant de mal à vendre les droits télé. Autant tu vois, le basket pro français, c'est un sport qui fait des super recettes de billetterie et de sponsoring parce que tu as cet ancrage local et parce que c'est dans des villes où souvent t'es pas forcément en compétition avec le foot. Tu vois, je pense à Limoges par exemple. Oui, tout à fait. Et effectivement, bah, ça veut dire que bah, tu vas avoir beaucoup de monde dans la salle, tu vas avoir beaucoup d'entreprises locales qui vont être hyper volontaires pour sponsoriser les clubs, mais par contre, à côté de ça, la télé, bah ouais, t'as pas des gros bassins de population qui vont prendre des abonnements parce que bah, leur équipe, ils vont déjà la voir à la salle, et au final, bah, les grandes villes, on va dire les grandes métropoles françaises, n'ont pas nécessairement d'équipe porteuse non plus, quoi. Même si là, il y a le Paris Basket qui prend de l'ampleur, bah, ça reste quand même une équipe mineure de la ville par rapport ne serait-ce qu'au PSG, quoi. Oui, et puis c'est. J'ai pas suivi encore, mais enfin, à quel point c'est temporaire, quoi. Je sais que quand je suivais beaucoup Paris, il y avait toujours un peu cet espoir d'avoir un gros club. Tu sais, il y avait même Nicolin qui avait fait un truc à une époque, il y avait Charles Bietri, encore avant, qui avait même mis beaucoup d'argent, qui avait monté une assez grosse équipe. Ça a été bien, mais ça n'a pas tenu à long terme parce que, bon, j'ai pas trop bien les raisons, mais je devine que l'engouement populaire n'a pas été à la hauteur des investissements faits. Du coup, il n'y a pas eu les rentrées d'argent qui permettaient de maintenir ce train de vie élevé. Bon, après, là, le Paris Basket, ça a l'air assez solide en vrai. Bah, tu sais, le propriétaire, c'est David Kahn, Ouais, ouais. l'ancien de Minnesota. Et ils ont une nouvelle salle, ils ont construit une belle équipe quand même, bon résultat en Coupe d'Europe et tout. Donc, Ouais, là, non, non, je pense tu que les c'est sens un pas mal. projet assez solide qui va bien prendre, hein. Et puis, tu vois, ils ont trouvé, mine de rien, leur public aussi, pareil, en jouant sur des codes très américains, ce qui déplaît pas mal au niveau, on va dire, du public pro A en général, parce que c'est un des rares clubs qui vraiment mise à mort sur le côté américain. Et ouais, non, je pense qu'ils ont trouvé leur public, je pense que ça marche bien. Mais effectivement, je comprends que ça soit une démarche qui puisse déplaire on va dire, dans un microcosme qui a jamais vraiment fonctionné sur ce modèle-là non Mm. plus. Ouais. Ouais, mais curieux de voir ce que ça va donner, hein. Ça sera Mm. toujours intéressant. Je dis, enfin, je veux dire, toute personne a envie d'avoir un gros club de la capitale, quoi. Même un gros. Et d'ailleurs, je dis capitale, mais pour Marseille, il y a exactement les mêmes genres de réflexion où, pour le coup, il n'y a même pas vraiment d'équipe de basket à très haut niveau. Bah, il y en a autour de Marseille, quoi. Ouais. Je sais que chez les féminines, les Marseillaises, elles avaient un bon club à un moment, je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est plus les équipes d'à côté, en fait, Mm. de la région PACA qui sont bonnes au basket, mais elles sont pas ancrées dans Marseille, C'est quoi. pas, ça reste pas à Marseille, quoi. C'est pas tu sais, Marseille en foot, t'as l'impression que quoi qu'ils fassent, ils auront toujours une grosse fanbase, Oui. tout ça. Ouais, et puis je veux dire, ça doit être dur d'exister pour un club d'une autre Ouais. discipline à côté de l'OM aussi, quoi. Ah, ça, oui, effectivement, j'ai pas fait les études avec les autres sports, mais ça me parle pas non plus. Tu vois, autant Paris basket, enfin Paris hand, Paris rugby, pardon, qui était le Ouais, stade toulousain. ça soit le Stade Français et puis l'autre club, là, le Racing, quoi. Mais Voilà. Racing Métro, ouais, mais sinon, même en foot, tu vois, il y a plein de clubs qui peuvent cohabiter, etc. Tu as un gros bassin de population, tu as une population qui est très, très diverse. Parce que Paris, bah, c'est beaucoup de gens qui viennent, qui sont pas nécessairement originaires de Paris. À Marseille, les gens, ils sont marseillais de père en fils depuis des générations. Ils sont tous pour l'OM depuis le début. Donc, Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu moi, depuis que je suis tout petit, que je suis un peu la proie, même si maintenant j'ai un peu arrêté. Il y avait toujours ces discussions de ah, ce serait bien d'avoir un gros club dans les deux plus grandes villes de France pour justement avoir ce côté un peu euh, force économico-médiatico, tout ce que tu veux, un peu permanente, quoi, ce que je comprends tout à fait. mm. Et c'est Bah, ça un peu. disons quoi, au niveau de l'implantation des clubs français, quoi, le problème, c'est que tu as vraiment une grosse région de basket, ça va être le sud-ouest, mais qui est aussi une grosse région de rugby. Donc, Ouais, ouais. c'est vrai que tu souffres de cette concurrence-là aussi. Hmm. Ouais, ouais, bah. Alors, mais je crois qu'il y a des réflexions très intéressantes que sur le basket français, ce qui marche pas, comment ça se fait, et qui étaient propres à plein de choses culturelles, démographiques assez intéressantes. Il y a une vraie discussion agréable à faire, qu'on fera pas parce que nous on n'en a pas la capacité, mais en vrai, c'est de vraies belles discussions. Pour en revenir un peu à LeBron James, ce sera un peu ma dernière question, je pense. Après, on pourra clore sur un peu quelle était ta vision de, 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 de ce joueur quand toi-même tu l'as vu débarquer dans ta vie, entre guillemets. Donc tu l'as raconté. Mais du coup, à ce moment-là, c'est quand même relativement tôt dans la carrière de LeBron James. Il a des accomplissements, mais pas encore
ceux qui le mettent définitivement au Panthéon. Mais il a quand même déjà, je pense que tu as déjà. Déjà, tu as déjà tu te souviens si tu as déjà à l'esprit cette idée que tu sais, c'est l'élu où tu es un peu en mode ok, bon, on va voir. Parce que tu as déjà perçu que ok, c'est un joueur de jeu vidéo. Voilà, il est le même niveau qu'un joueur de jeu vidéo, c'est déjà super impressionnant, c'est déjà extraordinaire. Ok. Mais est-ce que tu as aussi cette image-là de, je sais qu'on l'appelle l'élu, qui est un peu cette idée de, c'est celui qui va prendre la suite de Michael Jordan. Et est-ce que tu avais déjà un peu ça? Et si oui, est-ce que tu as le côté un peu méfiant de, bah on va voir ce qu'on va voir, ou en mode, ah bah je suis curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce que tu te souviens un peu là de cette perception que tu pouvais À un avoir? moment, beaucoup plus dans la deuxième option que tu mentionnais, ouais, où vraiment, je me dis, ouais, ok, le joueur, il a l'air ouf, tu vois, et j'ai envie d'en voir plus, tu vois, j'ai Hmm. envie de le suivre, j'ai envie de voir ce que ça a donné, parce qu'à ce moment-là, bah, mine de rien, il commence déjà à se prendre au-delà de l'étiquette, il va être meilleur que Michael Jordan, il commence à y avoir, en fait, est-ce qu'il est à la hauteur des attentes en NBA, tu vois, on Hmm. est Hmm. période 2008-2009, où on va dire, ouais, mais les LeBron James, est-ce qu'il est vraiment clutch, tu vois, ou des trucs comme ça, c'est des questions Ouais. qui commencent à être de plus en plus persistantes, tu vois, sans être forcément justifiées. Et 2009, c'est l'année où il y a Mo Williams qui arrive, où ils font une saison monumentale, où ils sont sur le point de battre le record des Celtics du nombre de victoires à domicile sur une saison régulière. Et où derrière, sur la campagne en playoff, où il met le tir au buzzer contre Orlando, et ah, mais Hmm. voilà, vous voyez, en fait, LeBron James, il est clutch et tout. Et derrière, ils se font éclater sur le reste de la série, ce qui est quand même assez malheureux, quoi. Mais effectivement, c'est à ce moment-là où je pense il commence à être un peu rattrapé par les attentes et lui-même commence à le ressentir parce que il y a les premiers trophées de MVP. Il y a justement, bah ouais, ok, maintenant t'es MVP, maintenant t'as une équipe à 60 victoires. Bah vas-y, maintenant sois champion comme l'a été Jordan, Hmm. quoi. Et bah, force est de constater qu'à ce moment-là, il n'y arrive pas, tu vois. Et tu sens que ça commence à devenir vraiment pesant pour le joueur, Ouais. qui pourtant, je pense, quand tu le regardes, semble de plus en plus fort chaque année, pourtant, Oui, quoi. oui, oui. Et que même lui, dans sa tête, il se dit, mais mince, j'arrête pas de progresser, d'être aussi fort que possible, et ça ne suffit pas. Mm. Ouais, parce qu'autant, tu vois, 2007, quand ils perdent contre les Spurs en finale, tu dis, ouais, ils n'étaient pas programmés pour être là. Le fait Oui. qu'ils sortent des trois, c'est une surprise monumentale parce qu'ils sont portés par un LeBron James exceptionnel, où tu te dis, peut-être pour la première fois, ouais, ok, on comprend, c'est l'élu, tu vois. Hmm. Et derrière, bah, 2008, ça confirme, mais qu'à moitié, parce que les Celtics sont trop forts, mais ils les emmènent quand même en 7 matchs. Hmm. Tu vois, mais tu dis, ouais, les Celtics sont la meilleure équipe, ils sont plus forts. 2009, bah, en fait, c'est Orlando qui arrive à battre les Celtics et qui bat en plus les Cavaliers derrière. 2010, nouvel échec, tu vois. Hmm. Et bah, mine de rien, l'horloge commence à tourner quand même à ce Ouais, moment-là, c'est même ça, si on c'est parle ça. que d'un joueur qui a à peine 25 ans. Mais les attentes sont tellement énormes que tu dis, ouais, 25 ans, l'horloge tourne, quoi. Ouais, et puis 25 ans parce avec plus d'années en NBA qu'en avait Jordan à 25 ans. Puisque 25 ans, il arrive Jordan, il arrive à 22 ans, 21, 22 ans, je crois, en NBA. Et du coup, il y a aussi ce côté, oui, mais 25 ans, oui, mais Jordan, c'est 28 ans, mais si tu comptes en nombre de saisons jouées en NBA, c'est presque pareil, quoi. Il y avait déjà un peu ce côté, Mm. la course au-delà de l'âge, mais sur le nombre, sur l'expérience d'années Ouais, en NBA, quoi. sur les temps de passage, ouais, Oui, voilà. Mais toi, du coup, tu te souviens un peu, tu as un peu l'état d'esprit. Bon, je suis témoin, pour rester un peu sur oui. le- la publicité c'est qui est un peu célèbre à son sujet. Et t'étais un peu en mode j'y crois. Enfin, Ouais, moi à fond, franchement, j'étais là, ouais, il n'y a pas de souci, c'est le meilleur joueur du monde, il gagnera tôt ou tard, ça viendra naturellement, parce que tu le vois jouer et tu dis, ouais, non, il n'y a pas photo, c'est le plus fort et de très loin, quoi. à quel moment donné tu t'es dit ça y est, il a atteint, comment dire, il a définitivement atteint aux yeux de tout le monde le soulagement il a atteint aux yeux de tout le monde ce qu'on attendait enfin le niveau qu'on attendait de lui, le palmarès qu'on attendait de lui. Est-ce que tu as eu un moment de ce côté un peu comme lui il a dû avoir ça y est, soulagement, ça y est, j'avais raison en croyant en lui et maintenant même vous vous en rendez compte? Pas forcément, parce que c'est vrai, moi, j'ai jamais été trop dans la démarche de dire, voilà, s'il gagne pas, Hmm. ça pouvait pas être un bon joueur, tu vois, ça, j'ai jamais été mon mode de pensée. Donc, non, je pensais, voilà, 2008, pour moi, je me disais, ouais, c'est bon, il est arrivé, c'est le meilleur joueur du monde.
il n'y a pas de souci, c'est le joueur qui nous a été promis, tu vois. Oui, t'as Et pas eu. après, bah, effectivement, il y a eu les titres derrière à Miami qui ont été, je pense, une délivrance pour lui et une validation pour beaucoup de gens. Mais je pense que ouais, 2008, la saison qu'il fait, derrière les Jeux Olympiques qu'il fait, où c'est vraiment le boss de Team Hmm. USA, tu dis ouais, non, il n'y a pas photo, quoi. Oui, t'avais jamais eu, enfin à cette époque-là, déjà le sentiment de, je sais que c'est bon qu'il est ce joueur-là, mais j'ai la frustration de voir que les les autres ne le voient pas trop ou s'énervent pour rien ou tout Ah ça. oui, dans ce sens-là, ouais, si plus, ouais, effectivement, bah déjà rien, tu vois, ce qu'on disait avant, le délire, LeBron James n'est pas clutch, tu Hmm. vois, parce que effectivement, à une époque bah, où les gens regardent moins de matchs que maintenant, bah t'as toujours ouais ce côté highlights où ouais le mec a pas mis de tir au buzzer, il est pas clutch, tu vois. Et c'est par exemple ce qu'on disait pas mal de Joe Johnson qui a été Ouais. super critiqué là-dessus pendant longtemps, et puis bah, bizarrement l'année d'après, il met 5 tirs au buzzer sur la même saison, quoi. Et tu dis bah ouais, mais si t'as juste besoin de 5 actions pour valider ton statut d'un côté ou de l'autre de la ligne clutch pas clutch, bah, c'est qu'on n'a pas la bonne grille d'évaluation, Ouais, quoi. oui, tout à fait. Parce que moi, Et vas-y, oui, vas-y. vas-y. Moi, j'ai un peu eu ce côté. Alors, avec, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est trop, qui a beaucoup d'émotions en basket, donc c'est vraiment sur du degré très, très fin. Mais j'ai eu un peu ce sentiment de, bon, c'est bon, on peut arrêter de, enfin, que LeBron James a accompli sa destinée entre guillemets, et que c'est bon, on peut arrêter de, de, de chercher plus loin que ce qu'il y a en fait, d'être pénible pour rien. C'est vraiment quand il a gagné son titre avec Cleveland. Donc vraiment Mm. longtemps après, même les premiers titres, j'entendais et je voyais des gens dire et alors ça m'énervait pas beaucoup, mais c'était un peu en mode bah vous, comme tu disais, bah vous avez pas une bonne grille de lecture quoi. Mais c'était un peu pénible quoi, tu vois ce côté un peu non mais arrêtez de chipoter quoi. Parce que tu vois le premier titre c'est qu'un seul titre, en plus avec Miami il est gagné après une année qui elle-même avait un peu déçu des attentes. Là aussi il y avait tout était à questionner, mais il y avait ça. Et puis tu sentais que oui, mais tant qu'il gagnerait avec le Big Three, euh, est-ce que ça vaudra vraiment quelque chose? Oui, bof, machin. Et après, Cleveland, le fait d'y arriver, en plus dans un contexte assez particulier où bon, bah, l'équipe l'équipe était scalée, la manière dont il l'a fait, contre qui il l'a fait, là, j'ai vraiment eu ce côté, bah, ok, là, il y a plus le côté élu, tout ça, il est réglé. Après, il n'y avait pas encore le débat avec Jordan, mais je pense qu'on, sans même être sur l'esprit là, il n'y avait pas le côté. Tu sais, des gens qui avaient presque cette impression de déception avec un joueur qui déjà faisait des trucs que personne n'avait fait, quoi. Mm. Ouais, bah après, je pense que c'est plus l'histoire qui joue là-dessus. Moi, pour le coup, en tout cas, ça a été vraiment pas mal ça, où bah, j'ai été très déçu qu'ils partent à Miami parce que, tu vois, Hmm. tout ce côté l'élu, machin, bah, derrière le côté élu, il y a aussi le côté très prophétique, tu vois. Ouais, ouais. C'est le garçon de l'Ohio qui arrive dans l'équipe de Ouais, l'Ohio qui est considérée comme la pire équipe de l'histoire du sport américain, voire même la pire ville de l'histoire du sport oui. américain. Et tu dis, il était pas si loin de les emmener au bout, quoi. Et le fait de se dire, bah non, finalement, j'ai pas réussi, je m'en vais, tu dis, ouais, t'as quel échec dans le scénario quand même, quoi. Et le Ou- fait de le voir revenir et y arriver, tu dis, ah ouais, non, c'est exceptionnel, quoi. C'est encore plus chouette. Ouais, en termes de scénario, ça fait encore mieux. Ça fait le côté. T'as déçu le script déçoit le spectateur avec ce départ. Et après, tu le rattrapes avec ce retour du fils prodigue. Enfin, de. Ouais, après, forcément, pas totalement, tu vois, parce que le fait qu'il ait pas gagné son premier titre à lui Oui, avec Cleveland enlève un peu de saveur au truc quand même, quoi, d'avoir dû se dire, bah, je vais voir ailleurs comment on fait pour gagner et je reviendrai quand je saurai, tu vois. De oui, dire, bah non, je veux dire, dès 2009, 2008, t'avais le niveau pour aller au bout avec Cleveland, quoi. oui. C'est dommage de pas être allé au bout à ce moment-là, Je quoi. vois, du coup, en réalité, t'as plus l'histoire d'un héros là où plutôt que l'histoire d'un élu. Où bah, l'élu, c'est l'élu, donc Exactement, ouais, normalement, c'est il doit. très joliment dit, ouais, Ah, bah, écoute, je suis assez content de ma petite phrase. Ça sera en publicité dans le tweet de. Mais c'est ce que tu vois, c'est l'image que tu as, c'est que moi j'aime bien ce côté. Il y a un échec dans l'histoire, mais c'est vrai que ça correspond pas à la notion d'élu. C'est vrai. Mm. Ah Euh, ouais, c'est tout à fait ça, même si le titre avec Cleveland, il est super beau, tu vois, et tu sens que émotionnellement, il paraît presque plus fort il paraît même plus fort que le premier titre avec le Heat, tu vois, où le premier titre avec le Heat, c'est un soulagement.
Ça se voit que vraiment, tu vois, quand il dit It's Mm. about damn time, tu vois, Ouais, bah ouais, complètement. tu sens qu'il est soulagé, que ça le bouffait d'être toujours critiqué pour jamais avoir gagné. Mais quand il gagne avec Cleveland, ah ouais, tu vois que clairement c'était quelque chose, il avait envie de le faire, Ouais, quoi. t'avais comme dit, le soulagement qui était presque un sentiment positif, mais pas ce qui est un sentiment négatif. Tu vois, c'est presque Mm. le moins 10 qui devient zéro. Donc c'est agréable, mais c'est une douleur qui s'en va. C'est pas un bienfait. Alors que celui de Cleveland, c'est au contraire, c'est du positif à tous les niveaux, quoi. Carrément, hein. Ouais, ouais, bah, disons que ouais, t'as le premier titre avec Miami où c'est vraiment, tu sens le soulagement d'arrêter d'être critiqué en fait. Oui. Tu sens, mais en même temps, bah, être critiqué parce que t'es allé à Miami, et en plus critiqué parce que tu fais des finales infâmes contre Dallas l'année d'avant, critiqué parce que t'es l'élu mais t'as jamais été champion. Et il y a ce soulagement-là, tu vois, mais qui du coup, bah, est pas vraiment, genre, tu sens qu'il n'y a pas ce sentiment de victoire, tu vois, c'est juste la défaite des autres plus que ta victoire à toi, quoi. Et avec Mm. Cleveland, ouais, c'est vraiment la victoire d'un parcours entier, hein. Oui, oui, complètement. Et puis dans la forme, dans ses faits, enfin, c'est scripté. Moi, je pense que c'est scripté. Mais oui, non, mais c'est On clairement aurait en dit un termes d'histoire. personnage de jeu vidéo, hein. Non, mais oui, oui, mais exactement. Exactement. En vrai, si tu restais sur NBA Street, on peut faire la même histoire, mais tu sais, dans la rue, dans un quartier, un truc comme tu peux le faire, tu peux la faire l'histoire, tu peux complètement la faire. Bah, d'ailleurs, non, je suis en train de me souvenir d'un film, mais j'ai plus le nom, où t'as un peu ce côté-là, personne qui déçoit et qui revient derrière gagner, mais tu vois, plus sur le modèle Ouais, du je héros, pense quoi. que c'est un trope que tu dois retrouver assez fréquemment, quand même. Oui, mais j'avais un film en tête là de basket et je le trouve plus là, Ah. j'ai plus le nom du titre. Bon, qui est pas un gros film, mais qui avait un peu marché. Mais oui, mais effectivement, du coup, tu retrouves ça, quoi. Voilà, bon, à moins que tu veux un peu dire deux, trois trucs encore sur cette perception de LeBron James, sur un peu ou le toi, jeune découvreur du basket, on va finaliser. Ouais, non, je pense que le joueur tel que je le découvre à l'époque, tu vois, où moi j'étais très fan de Boris Dio, que j'avais vu jouer avec Hmm. l'équipe de France et que j'avais pu voir sur quelques matchs avec Phoenix, ouais, tu dis, bah ouais, en fait, c'est Boris Dio en plus fort, quoi. Oui, C'est Boris Dio, c'est tout ce qui manque à Boris Dio, tu vois, cette agressivité, ce scoring, cette envie de marquer, peut-être aussi avoir les clés d'une équipe, hein. On aurait bien aimé voir Boris Dio avec les clés d'une équipe en Hmm. NBA. Ouais, ouais. Mais mine de rien, tu te dis, ouais, c'est Boris Dio au plus fort, quoi. Et te dire que, ouais, Boris Dio, c'est un talent incroyable, bah là, c'est le même, mais genre en vraiment, vraiment superstar, quoi. Oui, c'est vrai que c'est marrant ça, cet angle de vue. Si tu commences par voir Borisio et à l'apprécier tel qu'il est, que du coup, là, tu parles déjà du Borisio plutôt qui est à l'époque, toi tu l'as vaincu de France, mais qui est à Phoenix déjà. Ouais, et puis même un peu avant en équipe de France, mais le Boris Dio encore jeune ailier, tu vois. Oui, fin, dis-le, tu peux Genre dire fin, un tu peu peux plus dire. bondissant, tu vois. Oui, 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 qui est athlétique, tu peux dire Mm, athlétique, qui gagne des concours de dunk et qui impressionne tout le monde quand il saute haut, quoi. mm. Mais oui, c'est vrai que moi je fais souvent ce parallèle duo LeBron James avec ce qui marque à quel point Boris Dio est fort, mais aussi ce qui lui manque. C'est exactement ce que tu as dit, hein, l'agressivité, la volonté de scorer quand même un peu de temps en temps. Bon, après, il y a aussi James qui est plus costaud et il reste quand même plus athlétique et plus rapide, tout Oui, ça. qui Mais a un phénomène physique que n'est pas Boris Dio, tu vois, quand même. tout à fait. Mais déjà, le Boris Dio jeune, et quand je dis jeune, ça, tu peux monter jusqu'à, je sais pas, 26, 27 ans. Enfin, Mm. jusqu'à ce juste avant qu'on lui demande de défendre sur des pivots, quoi. En termes de qualité athlétique, c'était quand même de très 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 haut niveau. Après, c'était Oui, oui, plus. c'était un bel athlète. En tout cas, au niveau du championnat de France, c'était un athlète assez sensationnel. Au niveau de la NBA, on va dire dans la moyenne, tu vois, peut-être même Hmm. un poil au-dessus. Mais c'est vrai que c'est plus le même après, tu vois, au moment où vraiment Phoenix dit, bah, c'était vachement bien la saison où t'as dépanné au poste de pivot, Hmm. là. Ça te dirait pas de prendre plein de kilos pour jouer là tout le temps? Putain, mais ce truc, c'est vraiment. Tu demandes au comptable de faire le commercial, quoi. C'est vraiment deux petits différents. Et ouais, bah ok, d'accord, quoi. Ah, c'est toujours le problème quand tu fais un peu trop bien ton taf. Après, les gens te demandent de le faire tout Ouais, le c'est temps. ça. C'est exactement ça. Faut pas trop bien travailler parce que sinon, tu travailles plus que les autres, quoi, sinon. Mais c'est marrant ce truc-là de Boris, effectivement, je m'étais jamais fait cette réflexion-là. Le plaisir que ça doit être, enfin plaisir, pour ça dépend dans quel sens, mais de voir un joueur que tu apprécies, donc en l'occurrence Boris Dio, et de dire, ah, il manque deux trois trucs, quoi. Et de voir un autre joueur débarquer avec ces trucs en plus, quoi. La sensation doit être Ouais, assez tout à fait, phénoménale. ouais.
Donc, bah, voilà. Donc si un jour vous voulez découvrir le basket de zéro, commencez par Borussia. Déjà, vous allez vous régaler. Et après, vous aurez la claque, le LeBron James, ça va être vachement cool. Mais en plus, tu peux le faire avec d'autres joueurs comme ça, hein. Je pense que si on creuse Ouais, un bah peu, Iguodala était une grosse comparaison de l'époque aussi, quoi. Tu te dis, ouais, Mm. Iguodala, super défenseur, gros phénomène athlétique, quel passeur pour un joueur qui joue à ce poste-là. Tu te dis, mais bah, ouais, il manque encore le scoring pour être vraiment la superstar qu'il devrait être. Tu vois. Tu te dis, Mm. bah ouais, mais bon, le joueur que vous voulez, on l'a déjà et c'est le meilleur joueur du monde. Donc, Ouais, ouais. Mais ouais, c'est assez marrant cet angle-là. Écoute, j'aime bien finir sur un Borussia, ça me va très bien. ça me va très bien aussi. Ouais. Donc juste pour terminer, un peu pour se changer un peu les esprits, juste quelques minutes pour parler un peu de... Alors c'est un concept que j'ai repris d'un autre podcast sur les jeux vidéo, chose dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, donc c'est parfait, qui s'appelle Silence on joue, qui termine un peu que leur podcast en faisant, plutôt que de faire des recommandations autres que le basket, il pose la question suivante, et c'est celle que je te pose, mais à laquelle je répondrai aussi, c'est quand tu ne suis pas du basket, quand tu ne t'intéresses pas au basket, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Bah, du coup, moi, je t'avais dit, ça tombe Hmm. bien que ça tombe au mois d'août, parce qu'en général, quand je regarde pas du basket, je joue au basket. Donc, donc c'est vrai qu'en général, moi, avec mon club et entre le nombre d'équipes que j'entraîne, ben, en général, quand je regarde pas du basket, je suis toujours au gymnase. Donc là, T'as- c'est vrai que vu que c'est l'été et que c'est la trêve, c'est plus facile pour moi de faire d'autres trucs, quoi. Mais ouais, du coup, là, en ce moment, je bouffe du jeu vidéo comme pas permis. Là, je dois en terminer un par semaine là, depuis le Ah début ouais, de l'été. terminé? Ah ouais. Ah ouais. Oh, ouais, non, là, le fait effectivement de passer 30 heures de moins au gymnase, ouais, ça laisse du temps Mais, pour jouer. mais attends, t'as combien d'équipes? Moi, j'en entraîne 4. Ah, tu nous dis vite fait les âges? Enfin, les catégories d'âge? Ouais, il y a 3 équipes seniors, 2 masculines, une féminine et puis une équipe U11. Ah, 3 équipes seniors, du coup, c'est pas dans le même club, forcément, si? Si, si. On est un Ah, club qui grandit, hein. tu nous dis qui ou tu veux pas? Non, bon, les gens savent ça. Les Ça. gens savent. Bah écoute, super, tu nous tiendras au courant de ces bilans l'année prochaine, on te suivra maintenant. Mais oui, du coup, jeux vidéo. Et t'en as un en ce moment auquel tu joues en ce moment? Bah là, ouais, là, c'est surtout vraiment, j'en ai bouffé pas mal cet été, donc je pense que je vais plutôt dire celui que j'ai bien aimé, peut-être. Vas-y, vas-y. Celui que j'ai plus aimé, celui que j'ai plus aimé, c'est Sea of Stars. Je sais pas Ah, si tu avais fait. je l'ai pas fait, mais j'ai entendu parler. C'est un RPG à l'ancienne, mais sorti récemment. C'est pas ça? Ouais, c'est ça, qui est sorti l'année dernière. J'avais pas eu le temps de le faire, du coup. C'était le même studio qu'avait fait The Messenger, qui était, pareil, jeu de plateforme action à l'ancienne, tu vois, et qui était super réussi, qui est un jeu que j'ai dû faire 4 ou 5 fois. Je m'étais même tâté à le speedrunner à un moment. Hmm. Et pareil, ben, les deux jeux, c'est le même compositeur à la musique, et les deux jeux, la musique, elle défonce. Et là, Sea of Stars, ouais, c'est un jeu en fait, qui essaye de faire plein de trucs, qui essaye un peu d'aller dans tous les sens. Et en fait, tout ce qu'il essaye de faire, il le réussit tout le temps, quoi. J'ai vraiment cru que t'allais dire il réussit pas tout. Non. Non, non, vraiment, il réussit tout. Je trouve graphiquement, tu as vraiment une patte qui est hyper léchée. C'est un jeu hyper coloré, en plus avec le cycle jour-nuit qui rentre super bien, qui se met super bien avec la musique. Mécaniques de combat, elles sont très cool, quoi. L'histoire, elle tient la route, elle n'est pas exceptionnelle, mais c'est pas vraiment ce qu'on demande au jeu, quoi. Et en tout cas, c'est pas la force principale du jeu, quoi. Mais non, non, vraiment, il y a toutes les mécaniques. Tu as un petit jeu alternatif, comme dans tous les RPG, où en général, c'est un jeu de cartes. Là, pareil, tu as un petit jeu quand tu vas dans les tavernes ou les trucs comme ça. Tu as vraiment tous les éléments qu'on fait la réussite des RPG de l'époque et qui a été réussi, tu vois. Autant, je pense que Square Enix, ils avaient fait un sous-studio à un moment qui s'appelait Tokyo RPG Factory pour justement être leur studio un peu indé qui faisait des jeux RPG à l'ancienne et qui a sorti des jeux assez dispensables. Alors celui-là, juste, il a repris tous les codes et il a tout bien réussi, quoi. Donc tu veux dire ceux qui ont aimé apprécier les RPG, alors je crois que l'âge d'or c'est un peu les fins des années 90 ou des années 90, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, hein. Bah ils vont retrouver le plaisir ça, mais enfin sans défaut, enfin pratiquement sans défaut quoi. Moi, je trouve son défaut. Après, le public est pas unanime Oui. là-dessus, quoi, parce que, effectivement, comme je t'ai dit, bah, c'est une histoire avec un ton beaucoup plus léger que certains RPG de l'époque où c'est là la fin du monde, le machin. Hmm. Et là, le ton est quand même plus léger, presque plus enfantin par moment, quoi. Et effectivement, quand tu as des scénarios un peu plus adultes, on va dire, peux, tu vas pas forcément y trouver ton compte parce que les personnages sont très jeunes et tu t'y attacheras pas forcément. Hmm. Mais je trouve que justement, ce ton léger, il colle bien à ce jeu très très coloré. Mais moi, je trouve vraiment c'est super réussi, hein. Et de ce que je comprends, c'est un jeu assez riche. Il y a plein d'aspects différents qui sont chaque bien. Donc t'as l'avantage
d'alterner un peu des trucs et que c'est jamais il n'y a pas un passage qui te saoule un peu, quoi. Non, je pense que le seul truc qui m'a un peu gonflé, c'est genre, il n'y a pas de voyage rapide. C'est vrai que ça part du délire, bah, vraiment exploration de la Ouais, carte, de ville en ville, etc., comme tu avais sur les jeux de l'époque, quoi. Donc, il n'y a pas de voyage rapide, et ça, c'est vrai que c'est un peu pénalisant quand il y a des endroits où tu es obligé de revenir et que tu es obligé de tout retraverser. ouais, Mais après, ouais, c'est une habitude qu'on a pris des jeux actuels, mais c'est une oui. bonne habitude parce que c'est un bon truc à implémenter dans les jeux. Parce que faire des allers-retours tout le temps, c'est un peu Hmm, chiant. Et ça, effectivement, je pense que c'est peut-être le truc qui m'a un peu saoulé dans le jeu. ok. Mais du coup, globalement, coup de cœur. Ouais, 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 gros coup de cœur, hein. Parce que ouais, je te dis, des jeux, j'en ai fait beaucoup cet été, il y en a beaucoup qui m'ont plu, mais pas beaucoup autant que celui-là. C'est sur quoi? C'est sur ordinateur? Ouais, sur console aussi, ouais. Ok, super. Tu redis Sea of Stars, c'est ça? Sea of Stars, ouais. Bah super. Écoute, c'est un jeu, je sais que j'ai entendu parler. Moi, même si j'en ai pas joué à beaucoup, comme tout le monde, j'ai été pris par des Final Fantasy VII, des trucs comme ça. Donc c'est plutôt des jeux que j'aime bien. Et je l'avais un peu noté comme ça, mais comme plein d'autres jeux dans ma tête. Mais du coup, tu me relances un peu et ouais, ça me dit bien. Et Euh, toi, du coup, alors au cœur du moment, quoi. moi là, je suis en train de lire, presque de terminer, un livre. Et en fait, c'est un vieux livre parce que c'est le premier les livres de Sir Arthur Conan Doyle. Donc c'est Sherlock Holmes. Donc c'est vraiment la première histoire de Sherlock Holmes, écrit directement par son auteur. Et je sais pas, ça m'a pris un peu comme ça de dire tiens, je connais Sherlock Holmes, j'ai vu sans être spécialement un fan du personnage, j'aime bien, mais comme plein d'autres personnages, pas plus, pas moins que d'autres. Mais j'avais été, je sais pas, je crois que je passais devant la bibliothèque et j'ai vu ça, j'étais un peu curieux de dire, mais en fait, comme avec toutes les personnages, les grandes figures comme ça de populaires, j'ai bien compris avec le temps que l'image qu'on en avait maintenant était parfois très éloignée de celle de départ. Je me suis dit, tiens, et notamment Sherlock Holmes, je savais que tu vois, le fameux élémentaire, mon cher Watson, en fait, il n'existe pas dans les bouquins. Hmm. Et je Mais il m'étais vient dit, d'où alors, quoi? bah, tu me poses une colle, je sais que je l'avais entendu, mais je ne saurais plus te dire où. Je crois que c'est dans un des films des années 70 ou un truc comme ça qui a un peu Ah, c'est suivi. possible, ouais. Non, parce que Et. ouais, ça me semble que la catchphase, elle est hyper vieille, ouais, pourtant. Oh ouais, c'est vieux, ça c'était. Enfin, j'ai à l'esprit que c'est vieux, mais c'est pour ça qu'on se souvient pas que c'est. Parce qu'en plus, des Sherlock Holmes, je j'ai pas en tête, mais je pense que c'est repris depuis X années. Je veux dire, les bouquins eux-mêmes, j'ai pas la date du bouquin, mais tu vois, Conan Doyle, il est mort en 1930. Donc tu vois, c'est Ouais, quand bah même. c'est pour ça, le truc, vu que c'est dans le domaine public, en plus, il y a de plus en plus Et de oui, trucs, quand même. voilà, donc t'as vraiment. Moi, j'étais un peu persuadé que entre le Sherlock Holmes de départ et l'image qu'on en a maintenant, il y a peut-être un gros écart, quoi. Et je me suis dit, tiens, je suis un peu curieux de voir ça. En plus, j'aime bien les livres qui se passent dans l'Angleterre de ces années-là, entre 1850 et 1930, on va dire. C'est un peu les Dickens, les Agatha Christie, les trucs comme ça. J'aime assez bien. Je me suis dit, on va voir un peu. Et si c'est pas bien, au moins je voyage un peu dans cette vieille Angleterre. Et j'étais assez surpris déjà de trouver que. Alors, donc, c'est vraiment le tout premier, hein, qui s'appelle Une étude en rouge. Enfin, en l'occurrence, le bouquin que j'ai lu, il y avait les deux premières histoires, la deuxième étant le signe des quatre. Mais ce premier bouquin, je veux dire, il est écrit, donc je pense qu'il doit être écrit dans les années en 1880, un truc comme ça. Mais en fait, il est écrit de façon très très moderne déjà. Il est vraiment très lisible pour quelqu'un d'aujourd'hui. Donc première surprise, vraiment belle fluidité d'écriture et on n'est pas dans la complexité qu'on peut voir des fois sur des anciennes œuvres. Euh, même, enfin, en France, surtout en France, mais même en Angleterre, il y a des fois des bouquins écrits d'une manière très très ampoulée. Ça reste sympa, mais c'est pas pareil. Là, c'est pas du tout le cas. C'est assez direct, c'est assez sympa. Et ce qui m'a encore plus surpris, c'est qu'on a déjà le Sherlock Holmes avec toutes ces petites caractéristiques est déjà en place, non seulement assez proche de l'image qu'on en a maintenant, mais aussi assez complet, assez complexe, et dès ce premier titre en fait. Parce que tu vois, Sherlock Holmes, il est reconnu pour être ce truc
cette espèce je sais plus quel est le terme, mais c'est cette analyse, cette capacité d'analyser, d'additionner tous les indices et d'en déduire quelque chose, ça fait d'être très fort en déduction, ça, mais il y a aussi ce côté homme dont la vie n'existe qu'autour des énigmes, qui vit seul, choses comme ça, qui a ce personnage secondaire, qui, tu sais, il y a plein de fois où un personnage secondaire qui devient important, en fait, il devient important que par la suite. Là, il est tout de suite là, d'ailleurs, c'est même, donc le personnage secondaire, c'est Watson, qui est tout de suite là, mais en fait, c'est lui qui raconte aussi. Il est tout de suite là, et même dans ses caractéristiques je suis un peu sceptique de Sherlock Holmes, le côté drogue aussi de Sherlock Holmes qui apparaît tout de suite, et plein de petits trucs comme ça, vraiment toutes les manies, un peu tout ce qui fait le personnage. En fait, ça existait dès le premier tome, dès le première histoire. Et je suis assez étonné que l'auteur ait pu construire un personnage aussi complet, complexe et original, euh, quasiment d'entrée de jeu, quoi. Alors après, Mm. il y a des fortes inspirations. Enfin, le personnage de Sherlock Holmes a quand même des inspirations très fortes quand tu creuses un peu. Quand tu lis la page Wikipédia, ça suffit, hein. Mais je veux dire, il y a ces histoires de personnages qui se droguent ou de personnages un peu avec la vision scientifique des choses, enfin, qui est un peu moderne dans son truc. C'est pas, ça existait. C'est pas lui qui a tout inventé. Ouais, après ça, c'est des thèmes assez prégnants de l'Angleterre victorienne, justement, tu vois, genre toute la période Jacques l'Éventreur, Hmm. etc. Dans la littérature, tu as toujours pas mal cette imagerie de l'opium qui revient Peut-être, hyper ouais, souvent. ouais. Voilà, c'est de la coke direct, hein, je crois, hein. Ouais. Je crois que c'est de la cocaïne, hein. Bon, Là, je on se sais la plus, met, mais là. on est vraiment. En plus, Watson, c'est un médecin, donc il est vraiment en mode, je reconnais les signes, tu sais, la pupille dilatée, des trucs comme ça, je reconnais les signes. Il y Mm. a, ouais, ça c'est de la cocaïne, ça. Et tu sais, il est méfiant, il est vraiment en mode, ok, le mec il est intelligent, mais ouais, je sais pas, hein. C'est vraiment trop drôle, et vraiment ce premier truc qui est vraiment sympa. Alors après, t'as le défaut, mais que tu retrouves sur tous les Sherlock Holmes, et qui est un peu le seul vrai défaut, je pense. C'est qu'en fait, Sherlock Holmes, il est pas intelligent, c'est juste qu'il a lu le scénario, il sait ce qui va se passer. Parce que Mm. ses déductions, elles ne marchent qu'en fait que si tu connais la réponse. Parce que, alors, tu vois, à un moment, il teste, il démontre sa capacité d'analyse en regardant un mec dans la rue en disant à Holmes, tu vois, lui, à Watson, pardon, lui là, son métier c'est ça. Je sais pas, c'est un truc de navigation, mais je sais plus quoi exactement. Mais avec plein de petits détails, oui, il a de la poussière de telle sorte sur son pantalon. Alors déjà, il le voit depuis une fenêtre en hauteur, donc déjà une vue magnifique. Mais ok, la poussière de truc, ça après il demande au gars, et effectivement le gars il fait bien ce métier-là. Mais ok, et la poussière du machin, en vrai, ça pourrait être autre chose. Et tous les petits indices qui se recoupent, même si tu le recoupes, il y a quand même d'autres possibilités que le métier qu'il lui trouve, quoi. Donc tu comprends quand même. Et c'est ça un peu tout, et c'est ça un peu ces deux histoires que j'ai lues, c'est un peu ça. C'est-à-dire en fait, Holmes il a déjà tout compris, tout de suite. Des fois il lui faut un peu de temps pour juste prouver les choses, mais il a tout compris, rien qu'en déduisant que la scène du crime, tu vois. Et oui, c'est très fort, mais c'est un peu trop fort, quoi. Il est un peu cheaté comme personnage, et du coup t'as pas vraiment l'enquête qui se développe, qui va peut-être aller dans un mauvais sens ou un bon sens. T'as pas trop ça. Mais cela dit, ça reste une lecture super intéressante. Vraiment, t'es dans l'univers, t'as quand même ce personnage fabuleux, et puis le Watson est vraiment intéressant à suivre aussi. Et même dans ce premier tome, c'est un peu marrant parce que t'as à un moment donné une espèce d'aparté, on va dire, parce qu'en fait t'as un flashback où c'est presque plus un thriller et un film d'action qu'une enquête policière. Donc rien que dans ce premier livre, qui est pas long, hein, il fait 200 pages, un truc comme ça, euh, qui peut être lu dès maintenant, t'as vraiment plein de choses et c'est assez intéressant, et t'as un peu du mal à croire que ça a été écrit en 1880 ou un truc comme ça, quoi. Ça t'a donné envie d'en lire d'autres? Non. Oui, oui, tout à fait. Même, alors ma difficulté est que je les prends à la bibliothèque et ils sont pas tout le temps. Mais oui, oui, clairement, son style te fait dire, mais en fait c'est facile à lire, t'as envie de lire, et comme je me rends pas compte à quel point les œuvres par la suite ont défloré le sujet. Enfin, le prochain livre que je lis, est-ce que je connaîtrai pas l'histoire parce que c'est déjà dans le film de Guy Ritchie ou les séries télé qu'il y a, quoi. Ça, je sais pas. Mais j'en ai pas vu tant que ça, donc à la rigueur, pas très gênant. Mais oui, en termes de pur écrivain, Arthur Conan Doyle vaut le coup, quoi. Et je pense que le personnage est vraiment assez fort en lui-même pour suivre
Même si tu sais que, bon, voilà, tu sais qu'il est un peu. Enfin, faut pas y aller pour l'enquête, faut y aller pour le personnage, l'atmosphère et juste le ah d'accord que t'as à la fin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Voilà, c'était donc ce que nous faisons quand nous nous intéressons pas au basket, euh, qui a suivi les souvenirs de Lucas sur LeBron James. Lucas, je te remercie. Bah, merci pour l'invite, encore une fois, vraiment une discussion très très cool, hein, mais je m'y attendais. Oui, j'ai aucune inquiétude là-dessus. D'ailleurs, si tu passes dans les premiers, c'est pas étonnant non plus, hein. On rappelle que toi, il y a quelques mois, tu as traduit le livre Jordan Resurrection, qui est écrit par Sam Smith et qui est, on va dire, en quelque sorte la suite de Jordan Rules. Donc n'hésitez pas. Mais si vraiment vous avez manqué un livre de Lucas, c'est plutôt Kobe Bryant, L'homme aux mille visages, qu'il a fait lui de ses doigts lui-même. Donc allez-y tout de suite. Et sinon, Lucas, bah, je sais pas, on te retrouvera, j'espère, bientôt. Là, pour l'instant, tu tweets pas mal les JO, donc c'est bien. Et On reviendra quand l'occasion se présentera. voilà, on te laissera nous annoncer des trucs. Alors, là, je tease, mais en fait, je sais absolument rien du tout, hein. Je sais pas s'il y a un truc ou pas. Je lui ai même pas demandé. Je tease dans le vide, je sais vraiment pas. Mais je lui ai pas demandé, mais j'espère qu'il y a des trucs dans les tuyaux. On verra. Je te remercie et on se dit à bientôt. À bientôt, ouais. Allez, salut. Peace.